suis fort. Je suis baraqué. Je suis beau gosse. Je suis baraqué. Je suis... Putain! Les événements qui vont suivre se sont déroulés à Miami, en Floride, entre octobre 1994 et juin 1995. Hélas, c'est une histoire vraie. Je m'appelle Daniel Lugo. Et mon credo, c'est la culture physique. Six mois plus tôt, Daniel, à la fois coursier et indicateur, entre dans une salle de sport où il retrouve ses amis bodybuildés et leur donne des consignes d'entraînement. Toujours plus ambitieux, il postule ensuite à Sun Gym avec l'objectif de travailler avec des clients plus âgés et fortunés, tout en promettant de tripler les revenus du club. Il répète le même discours à plusieurs patrons, flatte même une cliente âgée et finit par convaincre le premier directeur que son passé judiciaire n'est pas un problème. Il est embauché immédiatement et, comme annoncé, les abonnements explosent grâce à lui. Victor, l'un des membres, lui ouvre alors les yeux en lui disant qu'il pourrait gagner beaucoup plus, une idée qui l'électrise. C'est quoi le souci d'elle? T'as la tête ailleurs depuis ce matin. Franchement, t'en as pas marre de te retrouver là? Non, je me plais ici, c'est vrai. Les poissons neufs. Non, mais dans la vie, je veux dire. Là où t'en es dans la vie. Mais regarde-nous, Adrian. On est des surhommes. C'est vrai, ça. Tu crois pas qu'on mérite mieux? Moi, si. Daniel entraîne Adrian avec lui pour rester motivé, puis assiste à la conférence de Wu, d'où il ressort encore plus déterminé, avec en prime un accompagnement personnel. Peu à peu, un plan prend forme. Poursuivre son rêve américain en se rapprochant d'un client riche pour lui voler discrètement son argent. Adrian est déjà partant, mais il leur faut un troisième homme, et il recrute Paul, un ancien détenu massif accro à la poudre. Pourquoi t'as plongé? Serena, une reine de beauté venue aux États-Unis pour une vie meilleure, rejoint aussi le groupe et Daniel s'intéresse immédiatement à elle. Je savais que le seul endroit où une femme comme moi peut être appréciée, c'était les États-Unis. Après tout, c'était le pays de tous les possibles. J'ai vu Pretty Woman. Julia Roberts a juste besoin de montrer sa piste à Richard Gere et elle a droit à sa virée shopping à Beverly Hills. Ma piste a été tellement plus jolie que la sienne. Et puis, j'ai rencontré Daniel. Lui, c'était un bâtard. Quand Paul finit par comprendre ce que le groupe attend de lui, il refuse, déterminé à repartir sur de bonnes bases et à changer de vie. Pourtant, la journée tourne mal quand son assistant tente un geste déplacé, une erreur qui se termine très mal pour l'homme plus âgé. Désabusé, il retourne voir Daniel, qui lui explique enfin le plan. Un enlèvement rapide et discret, sans violence inutile, capable de les rendre riches. Il passe ensuite chez un marchand d'armes, repère les lieux et repartent en jouant au dur. Peu à peu, le plan se précise tandis que Daniel détaille chaque étape. Le jour J, en arrivant devant la maison, il découvre qu'elle est remplie d'invités. Pris de panique, les trois hommes abandonnent la mission et s'enfuient comme des amateurs dans un mauvais film d'espionnage. Ils revoient alors leur stratégie et tentent une nouvelle approche, mais celle-ci tourne encore au fiasco. Déguisés de façon ridicule, les deux complices cherchent leur cible au mauvais endroit pendant que l'homme, totalement inconscient du danger, rejoint tranquillement sa voiture, allant même jusqu'à insulter un conducteur gênant sur le parking. En quelques secondes, le groupe s'accuse mutuellement, Daniel explosant de colère contre le costaud responsable de l'erreur. Tu t'es trompé de BMW! Il y en a deux exactement pareils. Pourtant, je t'avais dit de regarder les plaques! Je l'ai pas fait exprès, je te jure. Ouais, on croyait que c'était celle-là. Elle est exactement pareille. Je t'ai dit M98305 Miami Beach, c'était trop dur à retenir! Je viens de te dire que je n'ai pas Rien à foutre! Va te faire foutre! Un troisième plan est alors lancé, cette fois sans le grand gaillard sur le terrain, et l'enlèvement réussit enfin. Adrian utilise le pistolet électrique à plusieurs reprises pour maîtriser la victime, qui se débat avec acharnement. Il l'emmène jusqu'à leur repère, l'attache solidement à une chaise et lui bande les yeux. Très vite, la victime reconnaît le parfum de Daniel et comprend aussitôt qui est derrière tout ça. Le cerveau du groupe ne vacille pas et poursuit son plan pour détruire Victor à vie. Il le force à appeler sa famille et ses proches pour leur dire de ne plus s'inquiéter, prétendant qu'il vit simplement une nouvelle expérience. Pendant ce temps, après l'avoir obligé à licencier sa secrétaire, le grand costaud se rend dans son bureau et repart avec plusieurs biens de valeur. Daniel retourne ensuite à son travail habituel afin de se créer un alibi solide, laissant Paul seul pour surveiller l'otage. Peu à peu, les deux hommes discutent calmement, découvrent qu'ils sont tous les deux sobres depuis un moment, et Paul va même jusqu'à s'excuser pour l'enlèvement. Touché, il lui donne à manger,
puis tente maladroitement de le convertir au christianisme sur place. Daniel revient alors et essaie de forcer Victor à signer des documents, mais celui-ci refuse catégoriquement. Plus tard, Paul reprend sa discussion amicale avec lui, et Victor lui donne même un surnom que Paul accepte avec fierté. De son côté, Daniel retrouve Serena, qui lui reproche d'avoir menti en se faisant passer pour un réalisateur de clips. Plutôt que d'avouer, il en rajoute en prétendant être agent de la CIA et lui propose de la recruter. Séduite par le mensonge, elle promet de prouver qu'elle est à la hauteur. Pendant ce temps, Victor lit le journal à voix haute, toujours attaché et les yeux bandés, quand il tente soudain de s'échapper. Il est rapidement rattrapé par Paul, qui l'assomme avant d'être aussitôt envahi par la culpabilité. Malgré tout, Daniel continue de chercher un moyen de le briser et de lui arracher sa signature, mais Victor résiste encore. Après plusieurs tentatives et une torture brutale, Victor finit par céder et signe les documents. Daniel jubile, le remercie froidement et se rend aussitôt au service financier pour lancer le transfert de l'argent. Mais le banquier lui annonce que Victor et un notaire doivent être présents physiquement, ce qui fait tout s'effondrer. Paniqué, Daniel va voir John, un notaire, pour obtenir son cachet, mais celui-ci refuse. Il trouve alors une parade, utiliser la signature de Victor pour sponsoriser une compétition de musculation, ce qui permet au patron d'apposer son cachet officiel sur le document de transfert. Le service financier accepte et l'argent est enfin débloqué. Daniel repart fier, persuadé d'avoir gagné. Mais un problème demeure. Victor peut les identifier s'il est relâché. Daniel convainc alors le groupe qu'il doit mourir, manipulant même Paul en lui faisant croire qu'il est en danger tant que Victor est en vie. Il l'alcoolise, le place dans une voiture et simule un accident. Par chance, Adrian l'avait attaché et Victor ne subit que des blessures légères. Daniel met le véhicule en feu, certain qu'il n'en sortira pas vivant. Pourtant, contre toute attente, Victor sort de la voiture en flammes avec seulement quelques brûlures. Furieux, Daniel ordonne à Paul de l'écraser avec la voiture. Paul obéit, mais Victor survit encore. Daniel hurle alors au conducteur de lui rouler dessus une seconde fois, écrasant son visage pour mettre fin à son calvaire. Il fuit les lieux au moment même où la police arrive et parvient à sauver Victor. Gravement brûlé mais encore en vie, il se réveille à l'hôpital, le visage totalement défiguré. Lorsqu'il raconte ce qui lui est arrivé, les policiers ne le prennent pas au sérieux. Pour eux, c'est juste un criminel qui a croisé des gens encore plus dangereux et qui a payé le prix. Désespéré, Victor appelle Ed, un détective privé, pour lui expliquer toute l'histoire et demander de l'aide. Ed refuse l'affaire, mais par simple humanité, il lui conseille de quitter l'hôpital immédiatement s'il tient à la vie. Peu après, Daniel et ses complices arrivent déguisés en chirurgiens pour le faire disparaître, mais la chambre est déjà vide. Un vrai médecin interpelle Daniel, qui prétend être chirurgien lui aussi. Le docteur mentionne au passage que la police ne croit pas un mot du patient évadé, convaincu qu'il délire. Où est Victor? Il a écourté son hospitalisation, contre mon avis. Je crois que la visite des policiers l'a effrayé. Policier, mais il voulait quoi? Oh, une enquête sur un accident. Il semblait pas enthousiasmé par la version des faits de M. Kershaw. Il a soi-disant été torturé par des culturistes. Des culturistes? Exactement. Rassurés, les criminels pensent être définitivement tirés d'affaire. Ils profitent aussitôt de l'argent, voitures de luxe, appartements, fêtes et excès. Daniel s'installe dans l'appartement de Victor en faisant croire à un cadeau avant sa fuite. Pendant ce temps, Adrian s'est fiancé, Paul se rapproche de Serena et replonge dans ses addictions. Mais Ed finit par changer d'avis. Il décide d'aider Victor, surveille le trio et enquête auprès des anciens employés, tous convaincus que Daniel est un patron exemplaire. Daniel et son équipe réunissent les voisins et organisent un faux séminaire pour apprendre à se défendre contre les agressions, renforçant leur image de voisins exemplaires. Plus tard, le détective privé engage la conversation avec Daniel en mentionnant Victor comme recommandation, ce qui le met mal à l'aise malgré son sourire forcé. Pendant ce temps, Paul dilapide tout son argent entre hôtels de luxe, cadeaux pour Serena et drogue. À bout, il se met à voler, mais s'attaque par erreur à la police. Poursuivi, il ouvre le sac volé et une bombe de peinture lui explose au visage. Il réussit à s'échapper une première fois, puis une seconde sous les tirs, plonge dans une rivière et s'en sort malgré un orteil arraché, avant de débarquer au mariage d'Adrian dans un état pitoyable. Paul annonce à Daniel avoir repéré une nouvelle cible riche, mais Daniel l'humilie pour avoir gaspillé sa part. Adrian, fraîchement marié, prend pourtant sa défense et avoue avoir lui aussi dépensé tout son argent, ce qui relance l'idée d'un nouveau coup. De son côté, Victor contacte John et lui raconte toute l'histoire. John transmet l'information à Daniel, qui le jette brutalement dans une rivière pour le faire taire. Lors d'un nouvel appel, Daniel tente d'obtenir l'adresse de Victor, sans succès,
mais il parvient à localiser l'appel. Arrivé sur place, il découvre que Victor s'est encore échappé. L'équipe tente de soutirer des infos à la réception, mais celui-ci refuse de dire qui paie la chambre de Victor. Paul le menace et le sort dehors, donnant à Daniel l'occasion de découvrir la vérité. C'est Ed, son client de la salle de sport. Il fonce chez le détective, ignorant qu'il est sorti avec le chef de la police pour lui prouver que Victor n'est pas le criminel qu'on prétend. Les trois attendent devant la maison quand des voitures de police arrivent et déposent Ed, les obligeant à s'éclipser. L'épouse d'Ed transmet le message de Victor, qui est ensuite retrouvé et ramené chez lui pour être soigné. Pendant ce temps, Daniel prépare un nouveau plan. L'équipe rencontre Frank et lui propose un projet pour infiltrer un marché indien. Frank accepte d'investir et amène sa compagne, Christina. La réunion se poursuit dans l'appartement d'Adrian, sa femme étant au travail. Tandis que les autres plaisantent avec Christina, Daniel et Frank se retirent dans une pièce pour parler. Frank avoue qu'il ne fait pas confiance à Daniel et traite même les hommes d'amateurs, ce qui met Daniel hors de lui. La dispute dégénère en bagarre et la tête de Frank est écrasée par une plaque de musculation. Christina entre, découvre son compagnon baignant dans son sang et tire immédiatement, mais Daniel bloque le coup. Les autres interviennent, maîtrisent Christina et lui injectent un tranquillisant puissant. Avec un corps mort et une autre inconsciente, Adrian, terrifié, doit nettoyer le sang pendant que Daniel et Paul se rendent chez la victime pour ouvrir le coffre. Le code obtenu de Christina ne fonctionne pas, et quand ils appellent Adrian pour le répéter, c'est inutile. Elle avait tenté de fuir, reçu une seconde injection et est probablement morte. Les deux hommes prennent ce qu'ils peuvent trouver et, avant de partir, Paul donne son orteil coupé au chiot de Frank. Plus tard, il déplace les corps dans un endroit sûr et commence à planifier la suite. Entre-temps, le chien de Victor, resté chez Adrian, s'échappe, trouve quelqu'un qu'il reconnaît et cette personne alerte la police. Le chiot de Frank conserve l'orteil et son arrivée déclenche un appel à la police, lançant une enquête. Daniel et Adrian achètent du matériel pour nettoyer les corps, mais la femme d'Adrian découvre des vêtements maculés de sang dans la poubelle et panique. Le même jour, le chef de la police relie enfin la disparition de Frank et de sa compagne au bodybuildé et informe Ed. Daniel et Adrian, revenus avec une tronçonneuse pour finir le travail, découvrent Paul en train de griller les mains des morts en plein air. Sous l'effet de la drogue et en pleine confusion, il laisse un mot et s'enfuit, affirmant que c'est un geste religieux. Le duo restant continue le travail, met les corps dans un fût et le jette à la rivière. À la station, le chef de police informe ses hommes et les envoie neutraliser simultanément les cibles. Le jour J, Adrian et sa femme sont arrêtés sans résistance à domicile. Muscleman est trouvé dans une église et menotté sans opposer de résistance. Daniel échappe à son arrestation malgré les tirs et prend la fuite sur le bateau de Victor. Ce dernier, récupérant ses biens, informe la police d'une cachette secrète aux Bahamas. Ed comprend que c'est là que pourrait se rendre Daniel et prépare l'intervention. Arrivé sur place, Daniel se fait passer pour Victor, exige la fermeture de ses comptes bancaires, ce que le gestionnaire accepte. Il demande aussi le coffre, mais ne trouve que des objets personnels ridicules. Juste à ce moment, Ed et ses hommes arrivent avec un mandat. Voyant Daniel à l'intérieur, il prend la fuite, mais Ed tire et le touche à la jambe. Daniel boitille et disparaît dans un marché bondé. Victor, depuis sa voiture, refuse de le laisser filer. Il fonce, percute Daniel contre un mur et sort, découvrant son ennemi immobile, l'argent volé éparpillé autour de lui. Daniel est rapatrié par avion et se vante en vol d'avoir failli tout emporter. À l'atterrissage, il est choqué. Toute une brigade l'attend comme un fugitif international. Au procès, Serena croit toujours être agent de la CIA, tandis que l'épouse d'Adrian divorce et témoigne contre lui, allant jusqu'à se moquer de ses troubles érectiles. Daniel est sûr qu'on ne pourra pas les relier au meurtre. Même lorsque la police remonte les fûts contenant les corps de la rivière, aucun indice ne permet de les incriminer. Seuls les implants mammaires de Christina deviennent la pièce maîtresse, les numéros de série permettant de remonter jusqu'au fabricant. Paul, pris de remords, raconte tout, qualifiant Daniel et Adrian de meurtriers et décrivant Daniel comme un manipulateur hors pair. Daniel se dit que personne ne croira un ancien toxicomane, mais leur chance tourne lorsque Victor est appelé à témoigner contre eux. Paul écope de 15 ans, mais au lieu de se morfondre, il prend cela comme une bourse et rejoint la chorale de la prison. Lost, but now I'm found. Daniel Lugo et Adrian Dorbal furent reconnus coupables de double meurtre. Pendant ce temps, Daniel et Adrian, les vrais coupables, se retrouvent accusés de tout ce que prévoit le code pénal. Double meurtre, racket, tentative d'extorsion, vol, tentative de meurtre, braquage, cambriolage, blanchiment d'argent et faux.
Ed résume parfaitement leur génie. Le jury ne met que quelques minutes à décider de leur sort. Peine de mort. Derrière les barreaux, Daniel repense au chaos, affirmant que tout avait commencé comme une simple course au rêve américain. Malgré tout, il jure qu'il rebondira et retrouvera ce qu'il aime le plus, le fitness. Et ainsi se referme le rideau sur cette histoire vraie, folle et incroyable.